livre plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit le balado des livres plein les oreilles. Si vous écoutez justement ce podcast aujourd'hui, le jour de Noël, ce qui serait une bien bonne idée, vous allez être pile poil dans l'ambiance des fêtes, ou du moins vous allez rester dans l'ambiance des fêtes. Vous savez, quand le salon est encore jonché de papier chiffonné et de coupes vides, que l'estomac crie au meurtre, que les petits s'arrachent les jouets, non, aidez-moi, que le lave-vaisselle marche à temps plein, que vous ruminez des ressentiments sur l'oncle macho, ou alors votre empoté de tante dont vous ne supportez plus les truffes au chocolat. Bref, c'est ça. On aime les fêtes, on adore les fêtes. Moi, je me suis amusée comme une folle à préparer cette émission et je l'espère aussi à l'enregistrer, alors que le jour où je fais ça, il neige à plein ciel et ça nous met vraiment dans l'ambiance. Alors, j'ai pour vous des petites merveilles de livres audio au sujet de Noël, ou qui tournent autour de Noël, ou qui tournent pas en tout autour de Noël, des livres que je ne connaissais pas. Envoyez les garlots. Là, vous avez raté quelque chose parce que j'ai tout fait, le traîneau, le nez rouge, le garlot et les galops des caribous ou des rennes ou des... appelez-les comme vous voulez. Alors, ça, là, je l'ai mis en premier parce que c'est pour vous encourager à écouter tout le reste. J'ai tellement ri. Mais ri ou pleurer? Non, ri. Parce que je connaissais absolument pas ce bouquin. Qui est sorti je ne sais pas quand, mais la version audio est sortie en 2018 et ça s'appelle « Nous les dindes ». Et ce sont les dindes de Noël qui parlent. Ça y est, nous y voilà. Après une vie d'impatience et d'ingurgitation, d'espérance obstinée, bon sang, je suis si excitée que j'en ai la chair de poule. Enfin... c'est vraiment génial. Évidemment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, dit la dinde. Vous êtes pris dans l'habitude, le tohu-bohu des marchés couverts, le fumet des marrons chauds, les bavardages mielleux et le froissement jubilatoire du papier craft. Et alors donc, il y a au premier rang dans les boutiques d'alimentation une batterie de volailles. Il y en a qui sont entières ou d'autres, hélas, en petits morceaux. Bref, ce sont ces dindes de Noël qui s'expriment dans ce livre-là, « Nous les dindes », auteur Tatiana Werner, l'autrice. Et c'est lu d'ailleurs par Tatiana Werner, François Tavares et Bénédicte Charton. C'est triste, mais c'est tellement délicieux. Une voix à côté de moi m'a fait sursauter. Ben pourquoi tu soupires comme ça? T'es pas bien ici? Moi en tout cas, je suis hyper serrée. Puis j'arrête pas d'avaler des plumes. Et moi, on m'a mis ma tête dans mon cul, faut pas exagérer. Je suis pas contorsionniste quand même. Est-ce que vous venez toutes du Périgord? Oui! Non, pas moi. Ah non, pas moi. Moi non plus. Vous trouvez pas qu'il fait froid? J'ai l'impression qu'on a baissé la température du frigo, non? C'était à moi qu'on avait posé la question. Et pourtant, tout le monde me coupait la parole. Chez moi, on n'aurait jamais fait ça. Alors j'ai fini par le dire. Bonjour à toutes. Chez nous, les dindes, la politesse, c'est primordial. Et pourtant, ça fait plusieurs fois que vous me coupez la parole. Pardon. Autant pour moi. Désolée. On est tellement serrés qu'on en oublie d'être poli. Il y a eu un silence très poli. Plus personne n'osait parler. Et puis ma voisine a repris là où nous en étions. Quelle classe! Moi, j'adore les gens rigoureux. On devrait toujours terminer une conversation qu'on a commencée. Sinon, on a un désagréable sentiment d'inachevé. Elle a dit... Donc on peut savoir pourquoi tu soupirais? J'ai pensé à un truc oppressant. La bousculade de 82. Une légende urbaine, un classique. Un mytho pour nous gâcher notre plaisir. C'est un truc qui a été inventé par des poules, faut pas chercher plus loin. Les poules, c'est vraiment des menteuses. Et puis aussi
Aussi j'ai le trac. Si jamais j'étais pas choisie. T'inquiète, t'as vu la file de groupies? Fais ton fan club. Et on a ri, toutes ensemble, en même temps. Il y avait une sacrée ambiance, même si on avait un peu froid. Ça me rappelait mon élevage, là où j'avais grandi en mangeant consciencieusement le grain qu'on me donnait, en m'appliquant pour être bien grasse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais été séparée de toutes mes amies. J'étais angoissée. J'y peux rien, c'est ma nature. Alors j'ai soupiré, une nouvelle fois. C'est quoi le problème cette fois? Mais personne n'a peur de mal réagir à la cuisson? Tu sais, on a tout le trac ici. Normal, hein? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ah, et vous me trouvez comment? Dinde! C'est à ce moment-là qu'on a vu la grande main du boucher arriver. Il a d'abord commencé par m'attraper le cou. Mon cœur battait à tout rompre. C'était mon moment. J'ai essayé de sourire malgré le trac, mais c'était pas évident, pour plein de raisons. Alors que je commençais mon voyage dans les airs, j'ai entendu « Non, pas celle-là, elle est beaucoup trop grosse pour nous. » C'est bête, mais ça m'a beaucoup vexée. Tous ces efforts pour rien. J'en aurais presque pleuré. Je dois dire que d'habitude, chez nous les dindes, grosse, c'est un compliment. Mais là, la voix ne l'a pas dit comme ça. Elle a dit grosse. Un peu comme ça. Grosse, avec une inflexion désagréable dans la voix, une grosse pleine de dédain, de mépris, presque de dégoût. La main m'a posée avec douceur. Cette tendresse m'a un peu remonté le moral. La main en a pris 2 grandes maigres au fond de l'étal. Elles ont crié « Au revoir les filles! Au revoir! » et nous, on a répondu « Bonne chance et joyeux Noël !» Après, on est restés comme ça, serrés les unes à côté des autres, en silence. Un peu fatigués parce que tout ça, ça faisait beaucoup d'émotions. Non mais avouez, ça dure seulement 1h19. C'est pas long, 1h34, pardon. Nous, les dindes de Tatiana Werner, et c'est elle qui faisait la voix principale que nous avons entendue. Moi, je trouve ça absolument délicieux. En fait, meilleur qu'une dinde, tiens, mais ça... Mais ça, c'est mon goût à moi, c'est parce que je m'en fatigue vite. Des dindes sous toutes les formes. Et si on fêtait Noël ensemble, toi et moi, ça, je me souviens plus de quoi il s'agit. Ah oui, c'est une jeune étudiante en médecine qui n'a pas un rond, qui est donc cassée. Elle est surbookée, elle vit à des milliers de kilomètres de sa famille. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, elle se sent seule. Elle est bien décidée à ne pas fêter le réveillon de Noël seule. Alors, un soir de coup de blues, elle dépose sur un coup de tête un message sur la boîte mail générale du campus. Et elle leur dit « Cherche personne isolée au fin de mois difficiles de décembre pour partager les frais et préparer un réveillon digne de ce nom afin de ne pas finir comme ce bon vieux Grinch. » Elle se réveille le lendemain bien décidée à retirer sa bêtise pour voir qu'un certain Cameron lui a envoyé une réponse. La magie de Noël s'inviterait-elle à la fête ? Je ne sais plus l'extrait, s'il est très porté sur Noël. En tout cas, on va l'écouter. Un extrait de « Et si on fêtait Noël ensemble, toi et moi ?» L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, contrairement à la précédente, ne se passe pas en plein cœur de la Laponie, mais dans un décor beaucoup plus simple, qui n'en reste pourtant pas moins féerique en période de fête. En effet, peu importe l'endroit où vous résidez, puisque l'esprit de Noël est partout, en chacun d'entre vous. Il est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de ce gros bonhomme vêtu de rouge, au visage chaleureux, à qui on adresse de nombreuses lettres de vœux et qui emplit vos cœurs de joie en déposant de jolis paquets au pied de vos sapins, avant de repartir, non sans avoir dégusté avec envie les biscuits et avalé le verre de lait que vous lui avez joyeusement préparé.
Malheureusement, peu de gens ont de la chance de l'apercevoir au fil des ans. Ainsi il fut relayé, d'une certaine façon, au rang de légende urbaine. Pourtant, il faut continuer d'espérer, de croire en moi. Parce que je suis réel et que je n'ai de cesse de garder un œil bienveillant sur chacun d'entre vous. Pas un jour ne passe sans que je ne m'assoie dans mon grand fauteuil en cuir rouge, derrière mon imposant bureau, pour surveiller que tout se passe au mieux pour tous ces gens qui croient encore ou ont cru un jour en moi. En vérité, je ne suis pas uniquement intéressée par le sort de mes lutins, je suis ce qu'on pourrait qualifier d'omniscient, et je me préoccupe sincèrement du destin de chacun des habitants de notre belle planète. Peu m'importe qu'ils habitent de mon côté magique du voile ou de l'autre, qu'ils soient un de mes lutins ou un simple humain, qu'ils soient un jeune enfant ou bien une personne plus âgée. Je m'efforce de répandre la joie et l'amour autour de moi, d'autant plus en période de fin d'année. J'espère, grâce à mes petites actions bienveillantes et désintéressées, appeler d'autres bonnes actions, et qu'ainsi vous continuerez de croire en moi, ou simplement en l'esprit de Noël, que vous soyez petit ou grand, afin que ma magie puisse perdurer encore longtemps. Cette année, un de mes lutins m'a rapporté qu'une de mes plus ferventes admiratrices lorsqu'elle était enfant commençait à être étouffée par l'âge adulte et les responsabilités qui vont avec, et perdait peu à peu de sa joie de vivre contagieuse et de sa foi en la magie de Noël, et qu'elle déprimait à l'idée de devoir passer le réveillon toute seule. Je ne pouvais pas laisser une telle chose se produire. Voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser un peu plus de poussière de Noël que nécessaire cette année. Asseyez-vous confortablement dans vos canapés, recouvrez vos corps d'un plaid tout doux et laissez-moi vous raconter comment moi, le Père Noël, ainsi que mon service d'intervention spéciale Sauvons l'esprit de Noël, qui est composé de lutins et d'elfes en tout genre, sommes intervenus auprès d'Hazel dans le but de rendre son réveillon plus doux et réchauffer son cœur tendre. Alors, donc, ça c'est le début du bouquin, le Père Noël qui s'exprime et qui nous dit « Rassurez-vous, je vais aller répandre la joie et l'amour entre Hazel et Cameron ». Ça s'appelle « Et si on fêtait Noël ensemble, toi et moi », c'est de Manon Tutin, c'était lu avec beaucoup de souffle par Jade Lefebvre. Contes et chants de Noël pour les petits, ça je me suis dit « Oh, ça prendrait quelque chose pour les tout petits », surtout quand ce sont des tout petits qui lisent. À moins que ce soit des adultes qui font la voix des tout-petits. Mais ça, je peux pas le garantir. Alors on va écouter un extrait de Contes et chants de Noël pour les petits. Des ours, des petits et des grands, des mécanos et des petits aussi, des ours et des poupées, et même des bicyclettes, et des trains, oui, et même des autos, des grandes qui ont des moteurs, et des petites aussi quand on a les clés, et même des fusées volantes, des chocolats, des fourrés, et des boutiques, des établis, des outils, et des oranges aussi, des tas jusqu'à demain, des tas plus grands que l'école. Oui, mais comment faire pour emporter tout ça? Il a dit au vendeur, rangez tout dans ma hotte. Il y en avait trop, ça ne tenait pas. Alors il a dit, eh bien je ferai plusieurs voyages, et il est parti. Il arrive où était resté le parachute. Mais il ne peut pas monter en parachute. Un parachute, ça ne fait rien que descendre. Il aurait fallu un avion, bien sûr. Oui, mais il n'y en avait pas. Alors le Père Noël s'est dit, je vais attendre un avion. Un gros avion. Un avion à réaction. Il a attendu longtemps, et il n'en venait pas. Sous son manteau et son capuchon, il n'avait pas froid. Mais voilà que là-haut, dans le ciel, il y avait un nuage qui se promenait. Et comme il se penchait vers la terre, il a vu le Père Noël. Alors le nuage est descendu. Ah! Quel nuage c'était! Il enveloppait les maisons, les arbres, on n'y voyait plus rien. Il a enveloppé aussi le Père Noël. Le Père Noël n'avait pas peur. Non, bien sûr. Il a dit au Père Noël,
qu'est-ce que tu fais là? Et le Père Noël a répondu, j'attends. J'attends un avion. En réaction. J'attends un avion pour remonter à ma maison. Je suis venu en parachute et j'ai oublié d'envoyer un avion. C'est bien ennuyeux avec tous ces jouets dans ma hotte. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le Père Noël? Eh bien, le nuage lui a dit « Monte sur mon dos » et le nuage l'a remonté chez lui dans le ciel. Il l'a redescendu et remonté beaucoup de fois pour emporter tous les jouets. Ça a duré toute la semaine. Et les gens disaient « Quel brouillard! On ne peut rien voir. C'est bien désagréable. » Ils ne savaient pas, eux. Ils ne savaient pas que le Père Noël était au milieu du nuage. Avec les jouets. Et maintenant, nous, on l'attend. Tu crois qu'il viendra? Je trouve ça adorable. Faut bien que ça serve à quelque chose, Noël. Non, mais je veux dire, au niveau de la littérature et tout ça, bon, c'est pas de la haute littérature, mais c'est Noël, quoi. Ça brille, tout ça. Contes et chants de Noël pour les petits, vous allez trouver ça également sur toutes les plateformes audio. Par contre, il y en a un que vous n'allez trouver que sur Nara, qui est la plateforme québécoise, made in ici, dans la cuisine, donc au studio Bulldog. Eh bien, ils s'y sont mis à plusieurs pour vous lire. Il faut toujours avoir une opinion sur Noël, l'histoire d'Agathe qui, elle, n'a aucun avis sur Noël. Pas de haine, pas d'adoration. Elle est neutre, voilà. Mais finalement, elle va se faire rattraper par Noël et elle va bien être obligée d'avoir une opinion sur Noël. C'est un multivoix, comme on dit. Ça a été écrit par Jessica David et c'est lu notamment par Joanie Tremblay, Maya Egatschfeller et tiens, un certain Julien Tardif. Extrait, il faut toujours avoir une opinion sur Noël. Il faut toujours avoir une opinion sur Noël. C'est la réflexion que je me fais chaque fois que je regarde un film Hallmark, ennuyé par la météo de décembre, ou encore que je me tape pour la 1001e fois le visionnement du Grinch, toujours disponible sur mon service de streaming dès le début de la période festive. Non, mais on dirait qu'il faut absolument qu'on ait envie de transformer notre demeure en maison en pain d'épices. Guirlandes, lumière, flocons et tout le tralala, ou tout simplement détester cette période de l'année portée à bout de bras par le capitalisme. Pourquoi prévoir un budget monstre pour des achats qui finiront inévitablement à la poubelle quelques mois plus tard? Pourquoi garnir sa table des plus beaux décors et mets simplement pour en mettre plein la vue à la belle famille? J'ai l'impression que l'essence des fêtes s'est perdue, quelque part entre les allées 12 et 15 des magasins à grande surface. Je ne dirais pas que j'adore Noël. Je ne dirais pas non plus que je déteste Noël. Je suis plutôt neutre. Et quand je dis ça, ça dérange les gens. Surtout mon père. C'est comme avouer que je préfère manger le biscuit plutôt que la crème des Oreos. Agathe, t'as pas encore accroché tes lumières. Il me semble que ce serait le temps. On est presque rendu à la mi-décembre. Je roule les yeux en abaissant le menton pour enfoncer un peu plus profondément mon nez dans mon snood. La température extérieure est descendue à 0 degré ce matin et je ne suis pas encore accoutumée au froid promis par l'arrivée de la saison hivernale. Elles sont dans une boîte près de l'entrée. J'attendais d'être en congé pour le faire. Au bureau, j'ai droit à 3 semaines de vacances pour les fêtes. Ça me donne un temps raisonnable pour décorer juste avant l'arrivée de Noël. Pour mon père, c'est un sacrilège de faire ça aussi tard. Dès le 1er novembre, il orne sa demeure de toutes les parures inimaginables. À une certaine époque, il n'attendait même pas que l'Halloween soit passé et ça m'irritait au plus haut point qu'il ne respecte pas l'ordre des fêtes. Je pense honnêtement qu'il a un pacte secret avec Canadian Tire et Mariah Carey. Mon père aime tellement Noël qu'il se ferait pousser une longue barbe blanche s'il le pouvait. Heureusement pour moi, et malheureusement pour lui, la nature lui a offert un menton clairsemé d'une couleur auburn qui n'est pas proche de le quitter. Je n'ai pas besoin d'en dire plus pour qu'on comprenne le personnage. T'es pas en vacances, justement? Me rappelle-t-il. Et depuis vendredi, je me défends. On est dimanche. Comme si j'avais pas le droit à quelques jours de repos avant de me lancer dans les préparatifs. Il secoue la tête désapprobateur. Avec lui, c'est toujours la même histoire, et c'est peut-être pour ça que j'ai déchanté de Noël avec les années. J'ai grandi dans une maison saturée de l'esprit des fêtes. Ce n'était pas une compétition, mais presque, et la pression, j'en ai vécu assez au courant de ma vie pour avoir envie de ne pas la remettre sur mes épaules maintenant que j'habite seule.
Le Père Noël ne traîne pas que des cadeaux dans sa hotte, mais aussi l'influence sociale qui vient avec. Je pourrais écrire une thèse sur l'oppression lumineuse dans les banlieues québécoises. Étude de cas, Robert Desaulniers. Comme si le fait d'accrocher une guirlande dans chaque pièce faisait de soi un citoyen modèle. Tu vas avoir tout le temps du monde pour te reposer après avoir décoré. Insiste mon père. En plus, ça va te mettre dans une ambiance festive. Pour me mettre dans l'esprit des fêtes, j'ai besoin d'un moment de transition. Me reposer avant de sauter dans le mode préparatif. Papa, j'ai besoin d'un petit break. Je viens de finir le plus gros rush de l'année au travail, puis mon cerveau ne peut juste pas en prendre plus. Si tu veux, je t'aide à accrocher les lumières. J'ai apporté mon escabeau. Il est dans la boîte de mon pick-up. C'est tellement le fun de boire une petite tisane le soir avec les lumières qui dansent dans la maison. Il me semble que tu aurais l'esprit beaucoup plus tranquille si les installations... Mon cellulaire sonne, interrompant son sermon pro-Noël. Je suis sauvée par ma meilleure amie Léa, dont le prénom et le visage s'affichent en grand sur l'écran. Je réponds un peu trop promptement à mon ami, lançant un regard faussement désolé à mon père. Il lève les yeux au ciel, allant récupérer ma boîte de décoration et se mettant à faire le tri, étalant précautionneusement mes ornements sur la table de la cuisine. Il les dispose avec un soin presque maniaque. Je suis convaincue qu'il les connaît mieux que moi-même. Salut Léa! Mais oui, on ne l'a pas entendu, Julie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, Léa, il va lui arriver quelque chose de bien plate et du coup, ça va obliger le Noël espéré par les autres, pas tellement par notre héroïne, n'aura pas vraiment lieu, ou en tout cas, ça va être un petit peu compliqué. On retrouve où ce livre? Il faut toujours avoir une opinion sur Noël. On retrouve ça sur la plateforme nara.audio. Je vous rappelle que c'est vraiment le catalogue, la plateforme des livres qui sont faits ici, enregistrés ici, mais pas seulement. C'est aussi une plateforme qui permet de retrouver beaucoup de productions francophones, donc ici au Québec. Alors parfois, si vous avez tendance à aller sur... faites nara.audio avant, voilà. Comme ça, vous encouragerez les artisans d'ici et c'est important. Voilà pour la mémoire, pour le souvenir de mon ami Mathieu Tessier, avec qui je travaille à chaque semaine, un livre qui a enguirlandé sa jeunesse, mais dans le bon sens du terme, de dire voilà le livre qui l'a accompagné pendant sa petite enfance, à l'époque des fêtes. Ça s'appelle « Les 3 crimes de Noël » et c'est de Christian Jacques. Et là, vous vous dites, attends, Christian Jacques, le passionné, l'égyptologue, l'historien, ben oui, parce qu'à une époque, il n'écrivait pas sous ce nom-là et il se prenait pour Agatha Christie. Voici un extrait de Les 3 crimes de Noël. Alors qu'il disposait tasses, soucoupes et sucrières en porcelaine de Canton, un bruit absolument incongru lui déchira l'oreille. Il s'approcha d'une fenêtre. Stupéfait, il aperçut une vieille Bentley sortant de la forêt de hêtres où serpentait l'unique voie d'accès au domaine. Elle avançait avec lenteur. Le visiteur ignorait qu'aucun véhicule n'était autorisé à violer le territoire de Lord Rupert. Ce n'était donc pas un membre de la famille. Une dizaine de minutes plus tard, l'automobile s'arrêta devant l'entrée de Lost Manor. Aldebert Tilbury, qui avait chaussé des gants beurre frais et ajusté son nœud papillon aux larges ailes, se tenait déjà au sommet du perron, indifférente au vent glacé qui faisait tourbillonner les flocons de neige. Le conducteur, un personnage épais à la figure rougeaude, demeura au volant. Son passager descendit de la Bentley. Le majordome émit un jugement plutôt positif sur le visiteur qui grimpait calmement les marches du monumental perron, dessiné en arc de cercle et orné de blasons de pierre. De taille moyenne, le visage à la fois rond et fin, la lèvre supérieure ornée d'une moustache poivre et sel taillée à la perfection, coiffé d'une casquette de bonne coupe à carreaux rouges et bruns, vêtu d'un imperméable taille-locken au classicisme inimitable, l'homme
s'immobilisa devant Aldebert Tilbury. « Monsieur s'est sans doute égaré, » dit ce dernier hautain. « Lost Manor ne se visite pas. »« Higgins de Scotland Yard » se présenta l'ex-inspecteur-chef. « Scotland Yard » répéta le majordome interloqué. « Scotland Yard. Mais pourquoi être venu jusqu'ici ?»« Parce qu'un crime a été commis à Lost Manor. »« Un crime ?» s'exclama Aldebert Tilbury, perdant le contrôle de lui-même. « Mais qui? Comment ?» « Nous pourrions poursuivre cette conversation à l'intérieur, » suggéra Higgins, craignant fort de ressembler bientôt à un bonhomme de neige. « Si vous voulez, » céda le majordome, dépassé par les circonstances. Scott Marlowe, qui avait garé la Bentley sous un auvent entre deux chênes, descendit à son tour du véhicule. Le superintendant de Scotland Yard, malgré ses efforts vestimentaires, paraissait éternellement fripé, engoncé dans un costume trop petit et un imperméable trop grand. Autant un rien soulignait l'élégance innée de Higgins, autant le plus génial des tailleurs sur mesure était-il assuré d'échouer en s'attaquant à la corpulence épanouie de Scott Marlowe. Ce dernier gravit prudemment les marches du perron, craignant de glisser. Prisant fort peu les déplacements qui l'éloignaient de son bureau londonien et détestant la campagne, à la différence de sa vieille Bentley, ravi d'absorber un bol d'air pur, le superintendant avait l'obscur sentiment d'être tombé dans un piège. Désirant éviter la tristesse d'une soirée de fête solitaire, il avait réussi à se faire inviter à The Slaughterers, le village où était sise la demeure familiale de Higgins, pourtant peu enclin à ce genre de concessions. Mais Scott Marlowe avait à peine eu le temps de franchir la porte d'entrée de la vieille demeure en pierre de taille aux admirables proportions. Higgins était monté dans la vieille Bentley du superintendant, lui ordonnant de démarrer au plus vite et de suivre l'itinéraire qu'il lui indiquerait. Scott Marlowe avait bien tenté d'obtenir quelques explications, mais Higgins s'était contenté de préciser « une affaire criminelle ». Une affaire criminelle qui va nous amener à notre entretien avec Faline Bobier dans quelques secondes. Faline qui va à son tour nous faire des propositions et notamment des polars de Noël. À tout de suite, à des livres plein les oreilles. Alors, c'est Noël, et comme c'est Noël et que j'ai l'habitude de recevoir Faline Bobier assez régulièrement, Faline du CAEB, eh bien, je lui ai demandé un petit spécial. Je lui ai dit, Faline, pour vous, Noël, c'est quoi? C'est quel livre audio? Et puis, qu'est-ce que vous aimiez recevoir en cadeau à Noël? Et Faline est au bout du fil pour répondre à toutes ces questions-là. Salut, Faline! Salut, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est toujours ou souvent les polars que j'attends. Ah oui, hein? Depuis l'enfance, c'est le cadeau que j'attendais le plus. Et que une fois que je l'avais ouvert, je m'échapperai dans ma chambre pour faire la lecture. Donc, alors vous, c'est là, ça que je vais me faire à Noël aussi. Si on vous offrait une paire de chaussettes, ça marchait pas du tout, là, cette affaire-là. Non, pas du tout. Mais avant qu'on pense à polar, qu'on parle polar, vous m'avez dit, je voudrais qu'on écoute un livre parce que pour moi, c'est un souvenir. Oui. Alors, présentez-nous ça. Oui, c'est le livre de Michel Garneau, qui est décédé maintenant, mais qui était poète, dramaturge, homme de radio. Et il a fait paraître, quand il avait 76 ans, un premier texte en prose, qui est celui que j'ai choisi, L'hiver hier, dans lequel il raconte son temps des fêtes, 1958. Donc, en 58, il avait 18 ans. Il travaillait pour une station de télévision radio à Rimouski et il était invité par sa fiancée à l'époque, qui avait 16 ans, à passer le temps des fêtes dans sa famille à elle,
dans un village qu'il baptise poétiquement dans le livre sans quelque chose des hauteurs. Oui. Alors, et je trouve le livre très intéressant parce que c'est nostalgique dans un sens, donc ça parle d'une période passée et de tous les plaisirs du réveillon, de la fête de Noël, mais en même temps, Garneau, il apprend aussi les secrets un peu de la famille et qu'est-ce qui est caché derrière ce bonheur. Oui. Bon, alors là, nous n'irons pas jusque-là. Juste un petit souvenir, un court extrait, mais souvenir de quelques glissades que nous espérons tous à Noël quand il y a de la neige. Et là, cette année, ça semble être le cas. Alors, écoutons un petit extrait juste pour vous. Tiens, Faline, on va dire que c'est juste pour vous de l'hiver hier de et par Michel Garneau. Non, Batège, non. Le chauffeur crie. Il hurle, mais en même temps, le chauffeur rit. Ma bande de tarlans, pas encore? Oh, torieux. Ce village, en 1958, s'appelait Saint-quelque-chose des hauteurs, et l'hiver, sur ces hauteurs, la neige était reine de tout. On n'essayait même pas de l'enlever. Tu passais la gratte et 20 minutes plus tard, la neige était revenue régner. Alors, on s'arrêtait au village d'avant, moins haut. On laissait les autos là et on embarquait dans la grosse autoneige bleue, dans le gros bombardier avec ses hublots qui lui donnaient l'air d'un Nautilus allant dans l'hiver. On s'y entassait plus nombreux que le nombre permis et c'était les fêtes. Ça fait que chacun avait un flasque, du gros gin surtout, les fancy du cognac et c'était, oui, la fête. Fallait faire des folies et celle-là, c'était de se faire aller dans le gros bombardier d'un bord à l'autre, tous ensemble jusqu'à ce qu'il tombe sur le côté, dans la neige. C'était juste un peu dangereux. C'était stupide et heureux. Les cris du chauffeur comptaient pour beaucoup dans le plaisir d'étriver et de risquer un peu. On se faisait un bleu, on se cognait la tête, mais on riait. On criait à tue-tête, on riait comme des fous. Sur la musique de Dédé Gagnon, je vous avouerai que c'est mon disque de Noël préféré, même si c'est vrai qu'il est très mélancolique, mais faire un sapin de Noël sur cette musique-là, c'est absolument féerique. Merci pour ce... C'est vraiment... J'avais le choix entre 10 extraits différents, dont un, par exemple, où on parle de une coutume alcoolisée, je pense, qui est le ponce. Savez-vous ce que c'est que ça? Moi, je ne connais pas vraiment. J'ai l'impression que c'est peut-être... je pense que c'est comme... Ça peut être du rhum et c'est chaud. Ouais. On le sert chaud. Ouais. Et à Noël, apparemment. Oui, c'est ça. Et même on y fait goûter les petits-enfants. Oh my God! Ah là là. Donc, le ponce. Et puis, l'hiver hier, si vous voulez un brin de nostalgie, écoutez ce livre audio-là. Alors, on passe au polar. Qu'est-ce que vous avez choisi maintenant pour nous? Ouais, le deuxième livre, c'est probablement mon préféré quand il est question de polar et polar pour Noël. Donc c'est un classique dans un sens. C'est le Noël d'Hercule Poirot. Donc c'est un roman classique d'Agatha Christie que probablement tout le monde connaît. Dame britannique. Donc publié en 1938. Mm-hmm. Donc, il est question de Hercule Poirot, au temps des fêtes, qui doit résoudre un meurtre lors d'une réunion de famille pour Noël. Donc, le personnage principal, c'est Simeon Lee, qui est le père, très riche, assez cruel aussi,
qui décide de réunir tous ses enfants adultes pour leur annoncer des changements testamentaires. Et avant qu'il puisse faire cela, on le retrouve assassiné dans sa chambre, verrouillé. Donc, c'est un véritable huis clos, si on peut dire, policier, qui se passe dans une chambre fermée. Donc, évidemment, ça doit être un membre de la famille qui l'a tué. Et dans l'extrait qu'on va entendre, on va faire connaissance avec Pilar. Pilar, c'est quoi? C'est la petite fille espagnole. Qu'est-ce qu'on dit en français? C'est ça. Simeon Lee, c'est son grand-père, mais il ne la connaît pas encore. C'est ça, parce qu'elle a vécu en Espagne. Et là, elle est dans le train et elle va rejoindre cette curieuse famille. Et là, on écoute un extrait de Le Noël d'Hercule Poirot. Recroquevillé contre la vitre, Pilar se disait que les Anglais avaient décidément une drôle d'odeur. Jusqu'ici, c'était ce qui l'avait le plus frappé en Angleterre, la différence d'odeur. Pas d'ail, pas de poussière, et une quasi-absence de parfum. Pour l'instant, ça sentait le froid et le renfermé, la puanteur sulfureuse des trains mêlée à celle du savon, et une autre encore, très déplaisante, qui devait émaner du col de fourrure de la grosse Dondon assise à côté d'elle. Pilar renifla délicatement, découvrant avec dégoût les relents de la naphtaline. Drôle d'idée que de s'inonder avec ça, se dit-elle. Il y eut un coup de sifflet, une voix de stentor cria quelque chose, et le train s'ébranla en douceur. Ils étaient partis. Elle était en route. Son cœur se mit à battre un peu plus fort. Est-ce que tout se passerait bien? Est-ce qu'elle serait capable d'aller au bout de son entreprise? Sans l'ombre d'un doute. Elle y avait si mûrement réfléchi, elle s'était si bien préparée à toute éventualité. Oh oui, elle réussirait. Il fallait qu'elle réussisse. Sa lèvre rouge se retroussa, lui faisant soudain une bouche cruelle et gourmande, comme celle d'un chaton. Une bouche qui ne connaissait que son propre désir et ignorait encore la pitié. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est certainement elle qui l'a tué, le Siméon Lee. Mais n'anticipons pas et lisons Le Noël d'Hercule Poirot. Pour finir, un livre quasiment de chez nous, parce que écrit en Estrie. Oui, alors, et c'est intéressant parce que on surnomme souvent Louise Penny comme la Agatha Christie des cantons de l'Est. Donc, un peu dans le même style. Donc, Louise Penny, qui a écrit une série très bien connue maintenant, série de polar, avec le personnage principal d'Armand Gamache, qui est, il est inspecteur-chef du Sûreté de Québec. Donc, ce livre aussi, ça se passe pendant le temps des fêtes. Armand doit se rendre dans ce petit village qui figure dans tous les livres de Louise Penny, Three Pines, qui est un village qui n'existe pas dans la réalité, mais et où il y a beaucoup de meurtres quand même. Donc, il doit se rendre au village de Three Pines parce que il y a une certaine C.C. de Poitiers qui est trouvée morte, probablement assassinée, et un peu dans le cas de Simeon Lee, dans le livre de Christie, il n'y a personne à Three Pines qui est vraiment triste de cet événement. On l'aimait pas beaucoup, ce monsieur-là, non? Cette femme. C'est cette femme-là, pardon, oui. Oui, parce qu'elle prenait plaisir, apparemment, à blesser tout le monde autour d'elle, et surtout son mari et sa fille. Donc, Gamache arrive dans le petit village en plein temps des fêtes pour essayer de trouver qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et elle se fait électrocuter, je pense, la madame. Oui, c'est ça, oui. Elle est en train de regarder un match de curling à l'extérieur, donc sur le lac gelé, oui. Bon, alors, vous savez, est-ce que, non, j'imagine que vous l'ignoriez, la voix de Louise Penny, du moins en version commerciale, c'est Raymond Cloutier, le comédien. Alors, j'ai choisi un court extrait de Sous la glace, lu par Raymond Cloutier, ce qui n'est pas forcément le cas
ça si on prend le livre via Caeb. Hein. Ça dépend. Parfois, c'est lu par des bénévoles. Parfois, ce sont les livres commerciaux que l'on retrouve également dans les bibliothèques. Vrai, oui. Alors, extrait de Sous la glace de Louise Penny. Elle tenait son livre en équilibre sur son ventre blafard. Saul la regardait encore une fois. Depuis quelques jours, à tout bout de champ, elle tirait ce livre de son immense sac à main. Au cours de réunions d'affaires, de repas ou de courses en taxi dans les rues enneigées de Montréal, Cécé se penchait soudainement, puis se relevait, triomphante, brandissant sa création, comme si c'était un phénomène surnaturel. « J'aime la photo », lui dit-il pour l'insulter. C'était lui le photographe. Il savait qu'elle le suppliait d'en rajouter, mais il n'en avait plus envie. S'il continuait à la fréquenter, dans combien de temps allait-il devenir Cécé de Poitiers? Pas physiquement, bien sûr. À 48 ans, elle avait quelques années de moins que lui. Elle était mince, ferme et musclée, avec des dents incroyablement blanches et des cheveux d'un blond ridicule. La toucher, c'était comme caresser la surface de la glace, d'une certaine beauté et d'une fragilité qu'il trouvait séduisante. Cela comportait aussi un danger. Si un jour elle se cassait, si elle se fracassait, elle lui lacérait la peau. Ce qui l'inquiétait chez cette femme, ce n'était pas son apparence extérieure. En la voyant caresser son livre, avec plus de tendresse qu'elle ne lui en avait jamais prodigué, il se demanda si les entrailles glaciales de cette Cécé ne s'étaient pas, en quelque sorte, infiltrées en lui. Sous la glace, hein. Donc c'est à plusieurs niveaux que ça se passe, ce bouquin de Louise Penny que nous proposait l'amie Faline Bobier. Faline, joyeux Noël, hein. Et puis on se retrouve en janvier, évidemment, avec grand plaisir. Oui, et je me mets à lire tout de suite. D'accord, sous la couverture. Oui. Profitez-en bien. Et je voudrais aussi souhaiter un joyeux Noël à tous les usagers, je vais le dire, de Caeb qui se régalent, hein, de la littérature audio grâce à vos services notamment. Alors, merci beaucoup, Faline Bobier. Merci, Clotilde, et bonne fête à vous aussi. D'accord, à l'an prochain. OK. Et comme je le fais toujours à cette émission, nous allons finir avec des nouveautés, mais là on va conjuguer nouveautés avec Noël. On va commencer par Mort au château, un mystère de Noël de Tony Béard, Adèle Bréau, Marie Vareille, Isabelle Alexis et Julien Sandrel. Oui, c'est un collectif d'autrices, d'auteurs aussi, qui porte haut et fort les couleurs de la comédie romantique à la française. Et là, elle nous amène au château de Primard, où un événement exceptionnel occupe tous les esprits, une scène du prochain film de Jennifer Thompson qui va être tournée dans le grand salon. Dans l'extrait qui va suivre, c'est le lendemain de la scène en question. Le jeune homme remonte le zip de sa grosse doudoune, inspire profondément et descend les marches du perron. Dans sa poche est pliée l'enveloppe de sa paie. Il vient de passer au secrétariat pour finaliser sa mission et a envie de s'accorder quelques minutes avant de quitter ce lieu magique. Derrière lui, la musique du grand bal de Noël s'est tue. Les acteurs, le réalisateur, le producteur, les clients de l'hôtel ont déserté les lieux depuis longtemps. Quelques techniciens et membres du personnel du château rangent et nettoient les derniers vestiges de la longue scène dont le tournage a pris fin dans la nuit. Il allume sa cigarette. La fumée s'envole dans une élégante volute. Bientôt, il retrouvera ses parents pour le déjeuner de Noël. Dans l'allée qui mène vers les méandres du parc, la neige crisse sous ses pas. Quelques flocons volaient autour de lui. Gaspard est satisfait de cette mission de serveur en extra au château de Primard, qui lui a permis d'arrondir son mois de décembre. Il a pu jouer au Père Noël généreux et gâter sa petite Anaïs de 3 ans et son neveu Paul, le fils de son frère. Il fait quelques pas et contourne le gigantesque sapin qui se trouve à la droite du château.
Juste derrière, un escalier de pierre plonge directement dans l'eau des douves. Il aime bien se poser sur les marches, à l'abri des regards, pour s'en griller une tranquille. La beauté des lieux l'émerveille une nouvelle fois. Les grands arbres du parc couverts de neige sont comme des géants immobiles. Et dans les hauts peupliers, les multiples boules de gui ressemblent à des décorations de Noël. Il a adoré travailler quelques jours dans ce cadre magnifique et se souviendra longtemps de l'expérience. Le jeune homme s'assoit sur une vieille pierre maintes fois centenaire en se demandant combien de personnes se sont installées ici pour contempler le flot calme des douves qui entourent le château. Cette nuit, l'eau a gelé et une fine pellicule blanche s'est formée à la surface. Gaspard aperçoit une tache sombre au pied de l'escalier, sans doute un animal ou un tronc d'arbre. Curieux, il descend quelques marches pour observer la forme de plus près en faisant attention de ne pas glisser. Soudain, il pousse un grand cri. Coincé dans la glace, visage plongé dans l'eau sombre, flotte un corps humain absolument immobile. Ça s'appelle Mort au château, un mystère de Noël. Maintenant, on va rester dans l'esprit des fêtes avec un livre complètement différent. La chasse aux livres de Noël de Jenny Colgan. On va faire connaissance de Myrène, qui ne demande qu'une seule chose pour Noël, retrouver pour sa grand-tante bien-aimée un précieux livre de son enfance à la fameuse grand-tante perdue depuis longtemps. Alors c'est toute la quête pour trouver ce livre-là dans ce livre de Noël dont je vous présente un extrait maintenant, La chasse au livre de Noël de Jenny Colgan. C'est lu par l'excellente Anne Lecoutour. Heureusement, Myrène avait son ordinateur portable avec elle. L'écran du téléphone était bien trop petit pour Violette, même avec ses grosses lunettes. Elles examinèrent toutes les éditions qu'elles trouvèrent. Les plus belles, richement ornées, valaient des milliers de livres. Mais Violette n'en reconnut aucune. « Tu es sûre que le livre était illustré à la main ?» interrogea Myrène au bout d'un moment. « Tu étais très jeune quand même. » Sa tante hocha la tête. Avec Dune, on n'avait pas le droit de toucher les dessins, car mon père craignait que l'encre bave. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ressemblaient à quoi, ces dessins ? Ils étaient magnifiques. Des dessins à la plume, en noir et blanc, pleins de fleurs tarabiscotées, d'étoiles, de grosses lunes, de belles femmes qui portaient de grands chapeaux. Myrène fronça les sourcils, puis tapa « Au jardin des poèmes enfantins illustrés à la main ». Fit-elle en parcourant les nombreux résultats. « Oh !» Elle cliqua sur un vieil article paru dans un magazine littéraire qui évoquait une rumeur selon laquelle Aubrey Beardsley aurait illustré le livre, mais que son travail n'aurait jamais été publié. Aubrey Beardsley était un artiste reconnu, dont même Myrène, plus férue de littérature que d'art, avait entendu parler. Ses élégants dessins aux traits en noir et blanc, style Art Nouveau, avaient illustré de nombreux romans et pièces de théâtre des années 1920 et 1930 et ornaient souvent les murs des dortoirs universitaires. Toutefois, cette édition n'était mentionnée que de façon anecdotique. Personne n'avait jamais vu ce livre. « Est-ce que ça aurait pu être cet artiste ?» demanda Myrène en lui montrant des exemples de son travail. Des femmes longilignes vêtues de robes de soirée et de chapeaux sophistiqués sous des ciels étoilés. « Oui !» s'exclama Violette en approchant l'ordinateur. « Oui, c'est ça. Ils étaient exactement comme ça. » Elle toucha l'écran du bout des doigts, comme si c'était du papier. « Oh !» fit-elle. « J'aimerais tant le voir une dernière fois. La dernière fois, tout était... » Une femme à la poitrine généreuse entra alors dans la chambre d'un air affairé. « C'est l'heure de votre rendez-vous avec le docteur, Madame Neal. Allez hop, debout, on va passer aux toilettes d'abord. »
Violette jeta un regard à Myrène, qui lut son désarroi, la honte profonde que lui inspiraient les outrages de la vieillesse à cette femme si intelligente, si passionnante. Ce qui me permet de penser d'ailleurs à tous nos amis qui sont peut-être soit dans un lit d'hôpital ou dans un CHSLD ou encore tout seuls dans une maison pour personnes âgées. J'espère que peut-être vous pourrez mettre une oreille sur cette émission-là et qu'elle vous donnera un tout petit peu de sourire. C'est vraiment tout le souhait que je fais aujourd'hui. Comment faire une émission de Noël sans le petit Nicolas? Ça, c'est sorti en 2022. C'est pas une nouveauté, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Le petit Nicolas qui envoie une lettre au Père Noël pour recevoir des cadeaux et pas n'importe lesquels. Comme chaque année depuis que je sais écrire, et ça fait un drôle de tas d'années, j'ai dit à papa et à maman que j'allais vous envoyer une lettre pour vous demander des cadeaux pour Noël. Là où j'ai été embêté, c'est quand papa m'a pris contre ses genoux et qu'il m'a expliqué que vous n'étiez pas très riche cette année, surtout après le coup auquel vous ne vous attendiez pas. L'argent que vous avez dû payer pour arranger votre traîneau, quand l'autre imbécile est venu de droite avec son traîneau à lui, mais même s'il y avait des témoins, ce n'est pas vrai ce qu'a dit la compagnie d'assurance et vous étiez déjà engagé. La même chose est arrivée à mon papa avec son auto la semaine dernière, et papa n'a pas été content du tout. Et puis, papa a dit qu'au lieu de demander des cadeaux pour moi, je devrais vous demander des cadeaux pour tous ceux que j'aime bien et pour mes copains. Moi, j'ai dit que tant pis, d'accord. Alors, maman m'a embrassé, elle m'a dit que j'étais son grand garçon à elle, et qu'elle était sûre que malgré le coup du traîneau, il vous restait peut-être assez de sous pour ne pas m'oublier tout à fait. Elle est un peu chouette, ma maman. Donc pour moi, je ne vous demande rien. Pour mon papa et pour ma maman, ce qui serait bien, c'est que vous leur donniez une petite auto dans laquelle je peux me mettre dedans et qui marche toute seule, sans qu'on ait besoin de pédaler et qui a des phares qui s'allument comme ceux de l'auto de papa avant l'accident. L'auto, je l'ai vue dans la vitrine du magasin qui est un peu plus loin que l'école. Si vous donniez cette auto à mon papa et à ma maman, ce serait très bien parce que je jouerais tout le temps dans le jardin, c'est promis, et je ne ferais plus enrager maman qui n'aime pas que je sois tout le temps à courir dans la maison et à faire des bêtises dans la cuisine. Et puis, papa, il pourrait lire tranquillement son journal, parce que quand je joue à la balle dans le salon, il se fâche et il demande qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça, et que quand il a passé une journée au bureau, il aimerait bien être un peu tranquille à la maison. Si vous leur donnez la petite auto, à mon papa et à ma maman, achetez celle qui est rouge, s'il vous plaît. Il y en a une bleue aussi, mais je crois qu'ils aimeront mieux la rouge. Pour la maîtresse, qui est si gentille et si jolie quand nous ne faisons pas trop les guignols, j'aimerais avoir la réponse de tous les problèmes d'arithmétique de l'année. Je sais qu'à la maîtresse, ça lui fait toujours beaucoup de peine de nous mettre des mauvaises notes. Tu sais, Nicolas, elle me dit souvent, ça ne me fait pas plaisir de te mettre un 0. Je sais que tu peux mieux faire. Alors, si j'avais la réponse de tous les problèmes d'arithmétique, ça serait très chouette parce que la maîtresse me mettrait des tas de bonnes notes et elle serait contente comme tout. Et moi, s'il y a une chose que j'aime bien, c'est faire plaisir à ma maîtresse. Et puis aussi, Agnan, qui est un chouchou, il ne serait plus tout le temps le premier de la classe, et ce serait bien fait pour lui, parce qu'il nous embête, c'est vrai quoi, à la fin. Geoffroy, un copain, il a un papa très riche qui lui achète tout ce qu'il veut, et il vient de lui acheter un costume de mousquetaire terrible, avec une épée, tchaf, tchaf, un chapeau avec une plume et tout. Mais il est tout seul à avoir un costume de mousquetaire, alors quand il joue avec nous, Geoffroy, ce n'est pas drôle, surtout pour le coup des épées. Nous, on prend des règles, mais ce n'est pas la même chose. Alors, si j'avais aussi un costume de mousquetaire, Geoffroy, il serait content, parce qu'il pourrait vraiment jouer avec moi, tchou, tchou, et les autres, avec leurs règles, on pourrait les prendre tous et les vainqueurs, ce serait toujours nous. Pour Alceste, un autre copain, c'est facile. Alceste aime beaucoup manger, alors, si je pouvais avoir des tas de sous, je l'inviterais tous les jours à la sortie de l'école, dans la pâtisserie pour manger des petits pains au chocolat que nous aimons beaucoup. Alceste aime bien la charcuterie aussi. Mais c'est des petits pains au chocolat qu'il aura. Parce qu'après tout, c'est moi qui paie. Et si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à aller se l'acheter lui-même, sa charcuterie, sans blague. Joachim, il aime beaucoup jouer aux billes. Et il faut dire qu'il joue très bien. Quand il tire, bing, il ne rate presque jamais. Alors nous, bien sûr, on ne veut plus jouer avec lui. Parce que comme on joue pour de vrai, on perd toutes nos billes. Et il s'ennuie, Joachim, à la récré. « Allez quoi, les gars, allez quoi !» il nous dit, Joachim. C'est très triste.
Alors, si je pouvais avoir des tas de billes, moi je serais d'accord pour jouer avec Joachim, parce que même s'il gagne tout le temps, ce sale tricheur, j'aurais toujours des billes. Eudes, qui est très fort et qui aime donner des coups de poing sur le nez des copains, m'a dit qu'il allait vous demander des gants de boxe, comme ça on rigolerait bien à la récré. Eh bien, pour Eudes, le meilleur cadeau à lui faire, ce serait de ne pas les lui donner, les gants de boxe. C'est vrai. Merveilleux Benjamin Lavergne qui lisait Le Petit Nicolas, c'est Noël d'évidemment Goscinny et Sampé. Voilà ce qui met un terme à cette émission spéciale de Noël. Je vous souhaite de bien vous reposer, mes amis, en cette fin d'année frisquette, ma foi, de ce côté-ci du Québec. Mais frisquette, mais je l'espère chaleureuse en vos cœurs et dans vos nids à vous, avec une pensée peut-être pour ceux qui ne connaîtront de lumière de Noël que celle de la rue. Je voudrais remercier Faline Bobier, je voudrais remercier Mathieu Tessier qui m'accompagne. Je suis Clotilde Sey et je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour d'autres émissions, balados, podcasts, appelez ça comme vous voulez, des livres plein les oreilles. Salut. Merci beaucoup. Bon, je vais écrire les choses.